Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Aujourd'hui, grande première et on est extrêmement fiers et impatients de vous proposer pour la première fois ce podcast qui ne parlera pas de football ni de tennis comme à notre habitude, mais qui parlera de MMA et plus particulièrement du show UFC 280 qui vient de se terminer à l'heure où on se parle. Un show extrêmement attendu, le plus attendu de l'année, un des plus attendus de tous les temps avec une des plus belle carte proposée par l'UFC. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai notre expert UFC avec nous. Expert, je sais pas. En tout cas, on échange les rôles, ça fait plaisir. Exactement. Je vais pouvoir donner un petit peu mon avis, ma petite expertise, ma grande expertise. Non, en fait, je sais pas pourquoi je suis humble. Ma grande expertise sur le MMA. Ouais, carte hyper attendue, surtout construite autour du main event. On en reparlera assez longuement. Mais ouais, une carte très très attendue et qui a commencé très fort dès les prélims. Qui a commencé très fort dès les prélims. Et donc, c'est pour ça que je voulais te demander un peu, avant qu'on décrypte les combats de la carte principale dans l'ordre, Ouais. ce que toi, tu as pensé de cette carte préliminaire qui avait quand même des combats très intéressants avec Mokaev qui combattait, avec le Suisse Ozdemir et bien sûr, à la toute fin, avec Belal Muhammad, Le grand. qui a remporté son combat de très belle manière. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu retiens de la carte principale sur un peu Préliminaire, ouais. de la carte préliminaire, pardon, Ouais, sur ouais. ce qui t'a déçu, ce que tu retiens de positif, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, tu as cité les trois combats dont je voulais un peu parler. On va pas aller dans tous les détails. On va se concentrer plutôt sur la carte principale. Mais ouais, Mokaev qui continue. Mokaev qui continue sa route, Qui a eu du mal, hein. qui a eu du mal. C'est ce que j'allais dire, ouais, qui a eu du mal. Mais dans l'ensemble, on va dire qu'il domine son adversaire. On le sait, il veut devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Il lui reste plus d'un an, il me semble, pour le faire. Bon, la route est encore longue. Je pense que maintenant, il va falloir lui donner du top 15, voire du top 10. Il voudrait du top 10 directement. Mais oui, on a vu de l'adversité. Alors, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. On a vu aussi qu'il a réussi à surmonter ça. Encore enfin, un petit peu d'arrogance. Moi, ça me plaît un petit peu. En plus, il a une culture un peu anglaise aussi des sports de combat. Donc ça, on aime bien. Moi, j'aimerais bien le revoir rapidement. Alors, est-ce qu'il va attendre la carte de Londres en mars? Je trouve que ça fait un peu long. Mais là, l'objectif pour lui, ça va être d'être actif et surtout d'affronter du top 15, quoi. Mais belle performance, plutôt pas mal. Belle performance et donc effectivement, comme on disait, un peu de pas forcément de difficulté, mais on l'a vu quand même être mis en mauvaise posture plusieurs fois, notamment en fin de premier Ouais, il round. s'est il s'est fait prendre le dos à la fin. Heureusement pour lui, il restait que quelques secondes. Je trouve quand même que dans l'ensemble, c'était pas mal. Mmh. Il n'a pas affronté non plus un tocard. Gordon, c'est quand même un très bon combattant. Donc voilà, plutôt positif, il s'est fait peur, mais maintenant, faut aller choper du top 15 là. Faut aller choper du top 15. Sur Volcan, tu voulais sûrement rajouter quelque chose, Ouais, bah, on est triste, hein. On est triste, on va dire, on supporte quand même la francophonie. En plus, c'est quelqu'un qui est assez proche du public français. On le voit souvent dans des interviews avec des médias français. Il s'entraîne en plus maintenant avec Ramzat. On sait qu'il s'entraîne très dur pour revenir au top. Et bon, au premier round, il était pas très loin, je pense. Moi, j'ai pas trop aimé le fait de rusher son adversaire ouais, comme ça ça. pour le coup. J'ai trouvé que c'était très dangereux, surtout que Krylov a des points d'acier. Euh, et on a vu aussi, alors je sais pas à quoi c'est dû. Moi, je m'étais dit aussi que la chaleur de l'endroit pouvait affecter le cardio des combattants. J'ai trouvé qu'Ozdemir était rapidement fatigué. Bon, c'est dû à Krylov aussi, mais je l'ai trouvé rapidement fatigué. Et puis bon, Krylov au sol a bien contrôlé. Voilà, je pense qu'Ozdemir, il est à un moment de sa carrière où le top 10, ça va être, on va dire, le plafond pour lui. Il pourra en battre certains. Il a battu Paul Craig récemment, mais je pense que ça va être très compliqué d'aller plus haut que le top 10. Sur Mohamed, je suis obligé de t'interroger. Ah, sur Belal Mohamed, Sean Brady, franchement, c'est un combat que j'attendais beaucoup. Alors, comme beaucoup le savent, et sûrement ceux qui écoutent le podcast, qui sont aussi des experts du MMA, Belal Mohamed est souvent critiqué pour son style un petit peu ennuyeux. Bah, pour le coup, je pense que c'est le public et c'est l'enjeu qui l'a galvanisé, mais il a été, Clairement. il a été exceptionnel. Il a, à mon sens, peut-être perdu le premier round. C'était très serré, mais j'ai adoré la pression qu'il a mise sur Sean Brady. Et puis le deuxième round, bah, encore plus de pression. Et puis il arrive. Alors, c'est un TKO, donc Sean Brady n'est pas tombé.
J'aurais peut-être laissé un tout petit peu plus, Oui, mais c'est vrai que Sean c'est ce qu'on Brady s'est a dit mis, sur l'instant. Ouais. Sean Brady a mis, enfin, n'a pas répondu à tous les coups de Belal Mohamed, donc à un moment donné, l'arbitre doit arrêter. Mais ça pose Belal dans une bonne posture. Et en même temps, comme on le sait, dans la KT Welter, ça fait très longtemps que les gros combattants ont du mal à s'affronter. On pense à Colby Covington qui attend souvent le title shot, Khamzat qui maintenant va attendre peut-être le title shot aussi. On a la trilogie Edward Ousmane, donc peut-être Gilbert Burns. Un Gilbert Burns, Belal Mohamed au Brésil, je dirais pas non. Mais c'est vrai que pour Belal Mohamed, le fait qu'il soit moins connu, qu'il soit, si on peut employer le terme de notre podcast, pas très frisson dans la cage, il va devoir gravir les échelons petit à petit. Donc je pense pour lui, ça va être compliqué d'avoir un title shot rapidement, mais en tout cas, une performance exceptionnelle. En tout Rien à cas, dire. dans tous les cas, il aura clairement marqué des points ce soir. Totalement. Critiqué effectivement pour son manque de frisson ce soir, il a clairement répondu présent Ouais, et ça ne promet que du bon pour la suite. exactement. Je te propose qu'on passe directement à la carte principale avec Ouais. une ouverture cocorico de cette carte exceptionnelle. Manon Fiorot qui combattait Choukagan. Choukagan, qui Ouais. était donc la numéro 1 de sa catégorie. On a vu Manon Fiorot avoir un peu de mal au début et puis ensuite se relâcher vraiment et imposer son rythme pour finalement s'imposer à la décision. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce combat? Est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce que tu l'as trouvé un peu moins bonne que tu l'attendais? Qu'est-ce que Alors tu peux moi, en moi, dire? moi, je m'attendais à une vraie masterclass de Manon. Je ne dis pas du tout que j'ai été déçu, hein. J'ai trouvé que c'était une bonne performance. Mais pour moi, Choukagan n'est pas la vraie numéro 1 de la KT. Donc c'est vrai que moi j'attendais une grosse performance pour pouvoir, pour qu'elle nous prouve qu'elle mérite le title shot. Moi je pense à des Taylor Santos ou des Jessica Andrade qui sont vraiment des problèmes dans la catégorie. Choukagan, elle a un rythme assez lent. On a vu que Manon a eu du mal à mettre de la pression. Je trouve que c'est une bonne performance. Elle mérite la victoire. Il n'y a quasiment rien à dire. Surtout le troisième round où elle a montré une vraie domination. Mais elle l'a dit elle-même. Alors ça m'a un peu surpris, mais en même temps, je trouve ça assez lucide. C'est qu'elle voudrait un autre combat avant le title shot. Moi, je trouve ça assez lucide dans le sens où elle sait qu'il y aura potentiellement qu'une seule opportunité pour le titre. C'est très dur d'avoir plusieurs opportunités. Donc, il ne faut pas la gâcher. On sait qu'il y a potentiellement un rematch entre Shevchenko et Taylor Santos. On sait aussi que les deux autres femmes les mieux classées, Lauren Murphy et Jessica Andrade, vont s'affronter au Brésil. Donc, peut-être attendre le dénouement de ces combats, affronter un gagnant ou un perdant. Et puis, qui sait, peut-être à la fin de l'année prochaine, UFC Paris, petit Shevchenko Fioro, ça ferait plaisir. Mais belle victoire quand même dans l'ensemble. Belle victoire et on retient effectivement du coup clairement son humilité et sa lucidité Ouais. sur cette décision qui peut paraître un peu risquée finalement de refuser une opportunité qu'elle pourrait avoir directement pour privilégier le sportif et attendre le bon moment. Ouais, c'est très lucide. C'est Très très lucide, lucide de je sa trouve. part. Le premier combat lightweight de cette carte de l'UFC 80 avec Dariush face à Mateusz Gamrot. Dariush qui s'est imposé à la décision. Ouais. On a vu un combat très technique, Exceptionnel. Ouais. exceptionnel sur les premiers rounds. Dariush qui a, selon moi, livré une performance vraiment splendide, qui a montré clairement qu'il a énormément d'expérience. Un combat qui était très beau à voir, tant les deux sont vraiment complets et puis vraiment, vraiment à l'aise. Qu'est-ce qui t'a impressionné vraiment sur la prestation de Beneil Dariush? Qu'est-ce qui t'a déçu sur la prestation de Gamrot? Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat de manière générale? Bon, alors Gamrot ne m'a en aucun cas déçu. C'est un combat très difficile. Alors déjà pour Dariush, le fait d'affronter Gamrot, c'est un matchmaking qui est très très dur pour lui. Lui qui était censé affronter Makhachev, on en reparlera aussi tout à l'heure de ce petit combattant, Islam Makhachev. Mais c'est très dur pour lui d'affronter Gamrot. Et pourtant, il l'a fait. Moi, franchement, je voyais Gamrot gagner pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que la lutte de Gamrot est exceptionnelle. Et ce genre de combat, c'est aussi une question de momentum. Et je trouvais que le fait que Dariush soit blessé, qu'il n'ait pas eu beaucoup de chance dans le matchmaking, j'avais peur que ça lui porte préjudice. Et au final, alors je donnais le premier round à Gamrot, mais Dariush, sur les deux derniers, et surtout sur le dernier, nous a montré que dans la défense de takedown, il a été exceptionnel. Parce que pour faire ça à Gamrot,
Gamrot qui a quand même battu des gars comme Saroukan récemment. C'est bon, faut le faire. Et puis au niveau du striking, en prenant confiance dans la défense de takedown, au niveau du striking, il lui a mis quelques coups très sympas. Il y en a un qui a claqué à Ouais, la fin ouais. du Ah, combat. le bruit Le bruit. Alors, je assourdissant. sais pas comment Gamrot s'est remis de Ouais, ça. ça, c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel. Mais bon, encore une fois, j'ai envie de dire un combat lightweight qui répond présent. Mm. Cette catégorie est terrifiante. Gamrot 9e. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il tombera dans le ranking. Et puis, il est encore jeune. Je pense que à l'UFC, il a encore beaucoup de choses à prouver. Pour Darius, maintenant, la question, c'est Who's next? ouais, what is next for him? C'est très compliqué de savoir ce qu'il peut y avoir pour lui après. On va pas spoiler, hein, mais Oliveira a perdu contre Makhachev, ce qui rebat un petit peu les cartes, je trouve. Mais on sait que on a Poirier Chandler qui arrive. Qui sont bookés, ouais. J'ai du mal à voir Gaethje accepter le combat contre Darius. On verra, mais j'ai du mal à le voir. Donc, à voir si Oliveira est prêt à repartir dans les, Pour se relancer, hein, comme il a battu tous les autres. à repartir dans la boue et ouais, contre des lightweights comme ça. À voir. En tout cas, Darius, là, je pense, mérite d'affronter quelqu'un qui est devant lui. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, la performance de Darius est exceptionnelle. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans la cage. Et il prouve encore à son âge qu'il est là, quoi. Qu'il est là. Il est là. Petroyan face au Ah oui. Sugar Show. Fight of the night, hein. Sean O'Malley, Pas de suspense. le combat de la soirée sans aucune discussion Non. possible. Sean O'Malley qui s'impose à la décision sur un jugement extrêmement controversé. Ouais, On va pas se mentir, on voyait tous les deux et je pense tout le monde Oui. Petroyan largement vainqueur sans aucun suspense, sans pour autant avoir eu une prestation décevante de Sean O'Malley, bien au contraire puisqu'il a été hyper impressionnant et il a clairement prouvé que ce n'est pas que de la hype autour de lui et que c'est vraiment the future Big Thing peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ce combat? On a vu un O'Malley dominer debout et se retrouver à être en difficulté au final sur les rounds dès qu'Yann l'emmenait au sol. Ouais. Mais l'explosivité, la vitesse. Ouais, franchement, je l'ai trouvé exceptionnel. Bon, juste, on va parler du combat, mais juste, oui, sur la décision, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Parce que j'ai trouvé la réaction d'O'Malley très bien, parce que même lui était surpris de gagner. Ouais. Il n'était pas dans la provocation du tout. Je m'attendais à une célébration un peu arrogante de sa part, comme il a l'habitude. Je pense que même lui n'avait pas prévu. Oui, voilà. C'est ce qu'on aime aussi de lui. Mais là, pour le coup, c'était compliqué de célébrer. En tout cas, ce qu'il peut célébrer, c'est un combat exceptionnel. Les échanges debout, j'étais très impressionné. Je le pensais capable de le faire, mais je pensais que ça allait dépendre plus de Yann. Si Yann était présent, et il l'a été, je pensais qu'il allait le surclasser. Pour le coup, Sean O'Malley a très très bien géré sa distance. Il a eu des super séquences. Évidemment, le fight IQ de Yann est présent et pour moi et comme tous les fans, je pense, ces takedowns ont fait la différence. Il a réussi à le maintenir au sol. O'Malley a réussi plusieurs fois des super défenses, à défendre et même à se relever. À se sortir, ouais. Mais sur le contrôle du combat, Yann a eu beaucoup de contrôle au sol quand même et a eu quand même du succès debout. C'est pas comme si O'Malley l'avait détruit debout. Bien sûr, il y a eu plusieurs coups exceptionnels. Et certains comptes de Yann qui ont été terrifiants. O'Malley qui a, je crois, il me semble que c'est au deuxième round, O'Malley qui mettait beaucoup de pression et qui s'est fait contrer sur un crochet gauche. Bon, Yann, c'est quand même extrêmement fort. Voilà. Bon, les juges ont visiblement largement préféré le striking d'O'Malley, qui a fait quelques dégâts. Clairement, ouais. Et surtout dans le troisième round où il a mis une vraie pression. On a vu l'œil de Yann qui était quasiment fermé en sang. Sean O'Malley, il sait faire le show et même dans la cage. Et franchement, j'ai été impressionné parce que je le trouvais un peu fatigué à certains moments du fight. Et il a fait que revenir. Ouais, c'est vraiment pas que de la hype. Je comprends totalement tous ceux qui étaient sceptiques parce que ces combats face à Chito Vera et Pedro Munoz, qui étaient ses combats les plus importants jusqu'ici, il n'avait pas délivré de bonnes performances. Il y avait très peu de volume. On le sentait un peu timide. Ce qui est totalement compréhensible, mais on le sentait timide. Et Yann, c'est une autre bête. Et au fil du combat, il a pris beaucoup de confiance. Ce combat va lui servir toute sa vie.
c'est ce que j'aurais dit aussi s'il avait perdu. Là, oui, Exactement. ça va lui servir toute sa vie, mais bon, j'ai du mal à voir, j'ai du mal à voir le title shot. Je sais pas ce que toi t'en penses. Non, non, effectivement, j'ai du mal aussi. Mais en fait, pour moi, cette défaite, cette décision au final défavorable pour Petroyan, c'est surtout à lui qu'elle fait mal, dans le sens où O'Malley, au final, qu'il gagne ou qu'il perde, la situation, certes, est un peu différente, parce que là, il sort quand même d'une victoire, effectivement, contre le numéro un. Mais dans tous les cas, la prestation pour lui était plus qu'encourageante, Ouais, et il allait, quoi qu'il arrive, affronter un gros après ce combat-là, parce qu'il avait clairement montré, voilà, en affichant ce niveau-là contre un Petroyan, qui pouvait complètement prétendre à d'autres gros noms et à un title shot plus tard. Donc, à voir ce que l'UFC décide de faire, et pour lui, et pour Yann après cette défaite. ouais, Euh, j'ai en mémoire. Alors, sur des très gros combats comme ça, bon, ça arrive, hein, des décisions très très litigieuses. Celle-ci, franchement, elle est quand même assez folle, la décision. Mais 279, hein. ouais, alors, il y en a évidemment des décisions sur des combats aussi gros que celui-là. Ouais, ouais. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Mais l'UFC en général privilégie quand même pas forcément la décision des juges, mais l'impression aussi que eux ont eu. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai en mémoire par exemple José Aldo qui avait perdu contre Marlon Moraes il y a quelques années, il me semble il y a 2-3 ans, et qui a eu title shot contre Petr Yan justement juste après, parce que Dana White et l'UFC avaient je sais pas comment dire, mais pensaient que Aldo avait Ouais. gagné. Donc ici, je pense que Yann ne peut pas avoir de title shot contre Sterling. Il a déjà perdu. Mais j'ai du mal à voir O'Malley avoir le title shot après. On sait que quand le temps passe, l'UFC peut tout faire. L'UFC peut faire Sterling contre O'Malley. On va voir ce qui va se passer. Le problème qu'il y a dans cette catégorie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de challenger Ouais. très clair. On a Chito Vera qui vient d'entrer dans le top 5, qui est un combattant hyper excitant. Mais On a Dvalishvili, pardon, qui est un qui ami ne de veut pas Sterling, l'affronter. donc ils ne s'affronteront pas. Et donc on a Yann et O'Malley. Un rematch peut-être. Peut-être un rematch, je ne sais pas. Est-ce que Et tu penses que puis, ce serait une bonne décision, toi, pour O'Malley d'accepter un rematch dans cette contre situation-là? Ouais, Petroyan, bah, je pense que pour lui, c'est risqué maintenant. ouais, je trouve aussi. À voir s'il le fait en 5 rounds, parce qu'en 5 rounds, pour le coup, Là, bon, c'est un fight différent, et je pense que Yann est plus favori en 5 rounds, mais on a vu O'Malley progresser dans le combat. sur ce Donc, combat-là, en 5 rounds, peut-être que Yann n'aurait pas fini. c'est possible. Après, l'approche est différente, Bien sûr. mais c'est possible. Il y a un combattant que j'ai oublié, mais c'est possible qu'il revienne. Henri Cerudo a parlé d'un retour à la compétition. Lui qui a été champ. Sterling, je pense, acceptera le combat. Donc possiblement qu'ils peuvent faire Sterling contre Cerudo l'année prochaine et attendre que la catégorie se décante un petit peu. C'est une catégorie qui est très très fun, mais un peu dans le brouillard en ce moment. On va voir. En tout cas, Fight of the Night, il n'y a aucune Aucun débat contestation possible. possible. Les deux nous ont offert un combat exceptionnel. Et si on parle de star power, Sean O'Malley vient de passer dans une autre dimension, Oui, je oui, pense. clairement. Je pense qu'il aurait pu passer dans une dimension encore plus grande si c'était aux États-Unis. Parce que là, c'est vrai que le public n'était pas très très réceptif à son style. Était pour Yann, hein, clairement. Était pour Yann. Mais franchement, déjà que c'est une superstar pour l'UFC et dans le monde, là, je pense que c'est devenu vraiment quelqu'un, quoi. C'est sûr qu'on a beaucoup de personnalités comme ça à l'UFC, un peu sur les traces de Conor, qui Ouais. essayent d'avoir une personnalité exceptionnelle, de se faire aimer, etc. Mais qui n'ont pas encore, au final, prouvé vraiment dans le grand bain, par exemple avec Paddy, qui attend encore son top 15 et qui ne l'aura pas. Mais ça, on en parlera plus tard. Mais là, clairement, O'Malley, qui confirme la hype qu'il y avait autour de lui, et on Ouais. a juste une seule hâte, c'est Ah ouais, de j'ai le revoir j'ai au hâte plus de le vite. revoir. J'espère qu'il sera de plus en plus actif, mais ouais, j'ai vraiment hâte de le revoir. Le co-main de cette carte principale, avec un peu la déception au final Ouais. de la soirée. Sterling qui s'est imposé par TKO contre TJ Dillashaw, qui avait l'épaule tout simplement disloquée dès le début du combat, qui a même dit apparemment à l'arbitre qu'elle risquait de se disloquer dès le début. Difficile d'analyser ce combat, à part que TJ est un gladiateur qui Ouais. refusait d'abandonner. C'est déjà un événement en soi qu'il arrive à finir ce premier round sans un arrêt de l'arbitre.
Qu'est-ce qu'on peut retenir selon toi au final Bah, de ce déjà combat? la réaction de l'arbitre est un peu douteuse parce que je pense qu'il n'a pas voulu, Il a mis du temps. il a pas voulu enlever le combat d'Illasho trop vite. Mais je pense que déjà dans le deuxième round, il aurait pu arrêter bien plus tôt. Il a vu que TJ pouvait à peine se défendre. Ouais. Mais oui, du coup, TJ qui a dit en plus après le combat qu'il traînait une blessure depuis avril à l'épaule, qu'il a eu du mal à s'entraîner, que ça a été un camp d'entraînement très difficile. Je pense qu'aussi la volonté de revenir et de prouver au monde que c'est le meilleur, Bien bah, sûr. l'a poussé à continuer à prendre le combat. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ouais, donc il se l'est disloqué dès le début du combat. Sterling a fait le travail. Il aurait peut-être même pu le finir au premier round. Il a attendu le deuxième. Il n'était pas au courant. Il l'a dit au début. Il n'avait pas vu que son épaule était disloquée. Et puis après, bon, bah, compliqué pour TJ de faire grand-chose. Ouais, C'est dommage un peu pour Sterling, je trouve. c'est Bon, pour sûr. TJ, évidemment, c'est terrible. Mais pour Sterling, encore une victoire un peu dans la Ouais, controverse. exactement, exactement. Déjà que les gens ont du Et mal à c'est le pas sa faute, respecter. hein, Ouais, ouais. pour le coup, on peut pas le blâmer là-dessus, mais c'est vrai que c'est une victoire qui l'empêche d'être vraiment reconnu comme le champion incontestable. Ouais. Donc effectivement, on en parlait juste avant, mais qui sera le prochain pour lui Bah, difficile de savoir. je pense que si Henri Cerudo revient, ils peuvent lui donner directement le title shot. Donc à voir. Moi, j'aurais bien aimé, enfin, j'aimerais bien avoir un fight contre Chito Vera, mais pour moi, Aljamain Sterling est le champion de cette KT. Et quand je vois la division aujourd'hui, j'ai du mal à voir un contender qui pourrait être favori face à lui. Je pense que Sterling peut durer dans cette catégorie. Et d'ailleurs, ça me ferait plaisir parce que malgré le trash talk qu'il fait et le fait qu'il puisse être très énervant parfois, c'est un combattant exceptionnel. Ouais. Donc à voir. C'est vrai que en termes de pay-per-view, un Sterling Sean O'Malley à Vegas, ça peut faire du chiffre, je pense. À part ça, bah, comme je l'ai dit, Henri Cerudo, Chito Vera, on verra. Ça arrive en plus, super. Et ouais. Mais en tout cas, Sterling qui défend sa ceinture, pas de la plus belle des manières, mais en tout cas, il a fait le travail et il a montré que bon, c'est un problème pour la division. Voilà. Donc beaucoup de choses au final sont possibles. On va passer maintenant, bien sûr, au combat le plus attendu de l'année, hein, clairement. Charles Oliveira face à Islam Makhachev. Makhachev qui a soumis donc Oliveira au deuxième round. Ouais. Un combat dont évidemment tout le monde parlait, tout le monde s'était exprimé, beaucoup de personnalités du MMA voyaient Charles Oliveira s'imposer. Les cotes non, parce que Makhachev était favori. On a vu ce soir un récital, hein, Ouais, clairement, franchement, ouais, une une démonstration, démonstration. on peut le dire. C'est très compliqué à chaud de décrypter ce combat. Va falloir le revoir. Je sais pas si Oliveira avait le bon game plan. On l'a J'ai vu rester trouvé, très très longtemps sur son dos et ouais, j'ai peut-être trouvé un excès de confiance d'Oliveira qui a accepté d'être sur son dos, qui a même voulu aller au sol avec Islam. Dans le premier round, en tout cas, j'aurais aimé le voir rester un peu plus de temps debout, même si Islam a eu énormément de succès debout. On le sait, hein, c'est un striker qui est quand même de bonne qualité. Évidemment, il est très connu pour son sambo et sa lutte, mais c'est un striker de bonne qualité. Mais j'aurais aimé voir Oliveira garder un peu plus le combat debout ouais, au premier round. Après, bon voilà, il l'a tenté, il a essayé de jouer sur son dos. Et puis au deuxième round, bah, Islam nous a montré qu'en striking, bah, exceptionnel. en striking, c'était quelque chose. Il y a évidemment la tentation de la lutte. Donc Oliveira avait aussi cette pensée quand il voit Islam devant lui. Et quand je reviens à l'excès de confiance, alors j'ai pas envie d'être dur avec Oliveira C'est ce que j'allais dire, ce coup de genou parce que c'est compliqué. sauté qui amène ensuite au knockdown Ouais, de Makhachev. le knockdown de Makhachev, je le vois comme un knockdown qu'avait pu faire Geji, où Oliveira tombe Ouais, pour récupérer. Le problème, c'est que c'est pas Geji en face, c'est Makhachev et il a eu le réflexe de tomber. Alors je pense qu'il n'aurait, je sais pas, hein, là c'est vraiment de la spéculation, mais il ne serait peut-être pas tombé dans d'autres circonstances. Et il a pris cette habitude de tomber face à des strikers parce qu'il sait qu'ils n'iront pas au sol avec lui. le coup était sévère quand même, donc c'est Le sûr coup, qu'il le peut coup avoir était eu. sévère, donc franchement, c'est de la spéculation. Mais en tout cas, être sur son dos, Makhachev, il en a rien à faire. Il est parti direct le chercher. Et puis, bon, techniquement, au sol, mais
le niveau est exceptionnel et il va chercher cette guillotine avec juste de la pression. Et il éteint, hein, clairement, ce qu'il se disait sur lui. Là, pour le coup, c'est le combat parfait pour lui. On parlait de son striking. Le knockdown est exceptionnel. Ouais. Et puis ensuite, il ne va même pas le finir directement. Il va au sol. Tout est parfait pour lui. Il a montré clairement toute sa palette technique dans ce combat-là. Pas une seule fois en difficulté. Peut-être le up kick à un moment quand Oliveira était sur son dos en fin de premier round, qui aurait pu faire un peu plus mal peut-être. Mais autrement, c'est une prestation vraiment parfaite. Et... Ouais, c'est franchement, là, à chaud en tout cas, ça me terrifie un peu. Ouais, ça ressemble à un début de règne. Ouais, ça me terrifie un peu quand je vois en plus avec l'équipe qu'il a. Le fait que Khabib ait arrêté aussitôt laisse une place immense à Makhachev dans cette catégorie. Tellement impliqué dans son rôle de coach. En tout Ouais, cas, ouais. C'était d'ailleurs, alors, on peut vous dire, on était plutôt pour Oliveira, comme beaucoup de fans, je pense. On n'avait rien vraiment contre Makhachev, mais on aime beaucoup Oliveira. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est assez émouvant de voir Makhachev et Khabib ensemble, clairement. avec l'ombre d'Adoubmanap qui est décédé récemment. Ils l'ont façonné. Ils l'ont façonné, Islam. Et, le double rêve de gosse qui se réalise. Et c'est assez terrifiant pour le futur de la catégorie parce que quand on voit ce qu'Oliveira a pu faire à des Poirier, des Gaethje et des Chandler qui ont des styles qui peuvent se ressembler et qu'on voit ce qu'a fait Islam ce soir, on se dit que ces mecs-là ont très peu de chance de battre Islam. La nouvelle génération, les Gamrot, les Tsaroukian, ou même des gens qui sont un petit peu plus loin dans les rankings, sont, je trouve, encore un peu loin de ce niveau. Donc là, on est dans une situation où Islam peut régner très longtemps sur la KT. Et c'est terrifiant. On va dire le côté positif, je ne sais pas si c'en est un, c'est qu'avec un nouveau champion, ça rebat les cartes, surtout qu'Islam n'avait jamais affronté de top 5. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a jamais affronté Poirier, Chandler, Gaethje. Et qu'on a donc plein de title shots qui sont il y a plein de nouveaux match-ups. Le mauvais côté de ça, c'est que ces match-ups sont très mauvais, je pense, pour ces combattants. Ouais. Et c'est pour ça que tu disais effectivement que là, Makhachev va partir grandissime favori face à n'importe quel adversaire actuellement du top 5 ou du top 10 qui oserait l'affronter, qui se verrait offrir un title shot. On peut quand même parler de la hype de cette fin de soirée. Oui. Tout simplement, Khabib qui call out en parlant pour Makhachev, Volkanovski en Australie. Volkanovski qui monte sur le ring, qui accepte immédiatement. Match-up de dingue. On se dit qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Volkanovski qui devait affronter Oliveira, c'était ce qui était prévu en tout cas. Finalement, ce sera Makhachev. Pour la place du pound for pound, c'est ce que Volkanovski dit, mais elle ne sera peut-être pas donnée à Makhachev s'il remporte ce combat, si jamais il se fait. On verra. En tout cas, je lui donnerai volontiers. Bien sûr. Ouais, donc Volkanovski, Makhachev qui partira favori selon les codes, si jamais ça se fait sûrement. Ouais. Comment tu verrais toi ce combat? Est-ce que ça te hype? J'imagine que oui. Ouais, alors on va peut-être pas rentrer dans les détails techniques de ce combat, mais oui, alors Makhachev favori, je pense, totalement. C'est un combat qui reste excitant parce que c'est vrai que Volkanovski, je ne vais pas dire qu'il s'ennuie, mais c'est vrai que dans sa catégorie, il a lavé tout le monde. Là, on parlait d'un titre intérimaire peut-être entre Josh Emmett et Yair Rodriguez. Ce pas des combats qui m'excitent pour Volkanovski. On sait qu'il va être main event en Australie. Il le veut, il le mérite. C'est le retour de l'UFC en Australie. Quoi de mieux que Makhachev? Volkanovski, le pound for pound face à Makhachev, la nouvelle terreur. C'est très très excitant. Après, on aura peut-être l'occasion de faire une preview de ce combat dans le futur si vraiment il s'officialise. J'ai du mal à voir une issue positive pour Volkanovski dans un tel combat. Que ça soit dans l'allonge de Makhachev qui peut poser problème dans le striking de Volkanovski, même s'il a montré contre Holloway que ça pouvait ne pas être un problème. Ici, l'autre souci, c'est que dans le clinch, au sol, dans les soumissions, Makhachev a tout.
je pense que pour Volkanovski, c'est le défi ultime dans sa carrière. C'est sûr. Euh, ouais, j'ai du mal à avoir une issue positive pour Volkanovski, mais c'est un combat qui reste excitant. En plus, en Australie, avec le public, ça peut être dingue. Mm. Makhachev, là, qui a eu le public avec lui, l'avoir contre lui, ça peut aussi donner une autre dynamique au combat. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et Volkanovski qui aurait pu refuser le combat, il l'accepte directement. Il voit Oui, alors l'opportunité de après, devenir champ, Chen évidemment. hein. Ah oui. Mais il y avait ce combat contre Oliveira qui est forcément plus abordable pour lui, en tout cas sur le papier. Là, Ouais, il l'accepte. sans la ceinture, Il peut devenir champ. ouais. Bon, ça promet, c'est sûr. Ça risque d'être exceptionnel. Et on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que le combat s'officialise? Parce qu'évidemment, avec l'UFC, on ne sait jamais ce qui va se passer. L'ombre de Conor reste dans le panorama de l'UFC. On verra ce qu'ils font avec Conor. Après, je suis assez confiant qu'il fasse ce combat. Franchement, c'est un gros combat. À voir si le star power de Makhachev va lui permettre de vendre beaucoup de pay-per-view. Je suis curieux de voir le nombre de pay-per-view de ce soir. C'est sûr que ce n'est pas les deux combattants les plus populaires, en tout cas actuellement. Un Oliveira, Volkanovski aurait plus fait vendre, bien sûr. Oliveira, je pense, est l'un de ceux qui fait le plus vendre aujourd'hui. Volkanovski, par son talent, par ce qu'il fait dans la cage, est devenu une star, mais c'est pas quelqu'un qui vend des pay-per-view en masse. Ouais. Et Makhachev, pour l'instant, on ne sait pas. Le côté successeur de Khabib l'aide évidemment quand même sur ce côté popularité. Ouais. Le fait qu'il soit coaché encore aujourd'hui par Khabib, c'est pas non plus un combattant qui est inconnu au bataillon. Ah non, évidemment, il est champion, mais je veux dire, c'est pas un combattant qui est inconnu par le grand public, encore moins maintenant. Dans tous les cas, ça fera vendre. Oui, non, mais de toute façon, l'UFC l'acceptera. Un roi est né aujourd'hui. Clairement. On peut le dire. Une légende est née. Donc évidemment que maintenant, il est devenu mainstream. Déjà, il est très, très connu d'une partie de la population mondiale, bien sûr. De certaines régions du monde, de par Khabib, mais maintenant aussi de par lui-même. Donc voilà, je suis très curieux de voir le nombre de pay-per-view, ouais, parce que c'est la première fois que Makhachev est sur un pay-per-view comme ça. À voir s'il a réussi à vendre, parce qu'Oliveira ne peut pas non plus vendre une carte à lui tout seul, il faut de l'adversité. Et un Volkanovski, oui, Makhachev, moi je signe. On peut peut-être finir sur Oliveira. Moi, franchement, je pense que toi aussi, on a beaucoup de peine. Quoi qu'il arrive, sa streak dans la catégorie restera dans l'histoire de son sport. Oui. Une série absolument exceptionnelle qui devait bien s'arrêter un jour. Maintenant, comme tu le dis, comment rebondir? Est-ce qu'il va réaffronter un top 5? Sûrement pas. Ils sont bouqués entre eux. Comme tu le disais, peut-être un Beneil Dariush. Ouais. C'est compliqué. À voir, c'est compliqué à placer. J'aimerais aussi attendre très longtemps, attendre le Chandler Poirier, voir ce qui se passe. Je peux être hypé par un rematch contre Chandler, par exemple, ou Poirier. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'un Oliveira Makhachev 2 ne me hype pas beaucoup aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'Oliveira revienne. Et pourtant, c'est vrai que dans l'impossibilité de le placer quelque part, si jamais ça se voyait, Oliveira pourrait tout à fait attendre et potentiellement attendre un rematch. Moi, si je suis l'UFC, j'ai le combat pour Oliveira. Je l'ai en tête. Hein. C'est Conor. C'est Conor. Après, oui, bien sûr. Ah, c'est Conor. Oui. Moi, franchement, si Conor est capable de revenir à 155 pounds, je pense que pour la carrière d'Oliveira, il mérite absolument ce combat. D'autant plus que l'UFC, je pense, là, part un peu dans un principe de Conor, on l'envoie une dernière fois, on le met contre un gros nom, on remplit les caisses et puis après, s'en va. L'envoyer contre Oliveira, ce serait clairement lui dire au revoir. Je sais, oui, on sait pas. C'est difficile de savoir, mais sur le papier, c'est à ça que sur le papier, c'est très compliqué. Sur le papier, c'est à ça que ça ressemble. Oui. Est-ce qu'ils veulent un peu relancer Conor, un peu comme ils l'avaient fait avec un Donald Cerrone, ou est-ce qu'ils veulent l'envoyer directement sur un combat contre un grand nom, ou même directement pour le titre? À voir ce qui va se passer. Pour Oliveira, évidemment, ça ressemblerait à un match-up parfait pour lui, d'affronter Conor, par exemple au Brésil ou où que ce soit. Il partirait en tant que grand favori, il se remplirait les poches. Pour lui, ce serait parfait. Ouais. Maintenant, est-ce que Conor voudrait ça? Est-ce que l'UFC voudrait ça? À voir. Il y a plein de possibilités. Dans tous les cas, on va voir un peu ce qui se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'ai hâte d'entendre Dana White après se prononcer sur tous ces combats parce qu'il y a beaucoup de choses à élucider et à dire. Donc j'ai hâte de ça. Mais oui, si on peut faire un petit résumé, la carte est quand même très très positive dans l'ensemble. On a vécu une très très belle soirée de MMA.
Merci Chenomale et Petroyan pour ce combat. Clairement. Cocorico, Manon Fiorot, belle victoire. Et puis, bah voilà, comme je l'ai dit, une légende est née, un nouveau roi est né. Et ça me fait très peur parce que on peut se reparler en 2024, 2025, 2026 avec un même champion lightweight. Eh oui. C'est tellement dur de rester champion dans cette caté et pourtant Islam, pour moi, peut rester très longtemps. Et faire ce que Khabib au final n'a pas fait et qu'il aurait pu faire en restant bien sûr Ouais, plus longtemps. exactement. Il lui a un peu au final laissé la place, hein, ça ressemble à ça. Il Il lui a- lui a il dit lui a à ton laissé la tour place, après ouais. avoir éteint tout le monde. Exactement. On verra ce qui va se passer. Ça ressemble effectivement à ça. Maintenant, c'est très dur de prévoir. Tout peut se passer. Mais On est jamais à l'abri on n'est jamais à l'abri d'un retour de Conor McGregor. on n'est jamais à l'abri C'est d'un vrai. retour du Notorious. Dans tous les cas, On rigole, on rigole. on s'est régalé. On Oui. a hâte du prochain pay-per-view qui va arriver très très rapidement. Ouais, avec... et on a un Calvin Qatar, Arnold Allen la semaine prochaine qui est aussi exceptionnel. Et puis évidemment, comme tu l'as dit, on attend Le 281. le Adesanya Pereira, le Chandler Poirier. On- ça va être encore une carte 281, exceptionnelle. 282 qui Oui. vont s'enchaîner, vont Ouais. être exceptionnels et dans la continuité de l'UFC 280 avec 3 cartes pour boucler l'année absolument exceptionnelle. Exactement. Et on a hâte de pouvoir décrypter ça avec vous. Ouais. C'était donc la première soirée passée à décrypter du MMA. On espère que ce format vous aura plu ce soir. Ce ne sera pas la dernière fois, Non, puisque première d'une longue série. première d'une longue série. Et écoutez, on vous dit directement à la prochaine pour décrypter sûrement du football et bientôt du tennis avec le Masters qui va arriver, notamment Paris-Bercy, puis les ATP Finals.